We're going to take questions at the end. So I'm sorry, do you mind if can I say one thing? I think this might be the most incredible day of my life, and I've always wanted to be at Comic-Con in Hall H as Spider-Man with all of you guys. It's always been a dream of mine. All right. So thanks for having me. You have no idea how much this means to me. Dès le départ, ce projet était mal aimé. Opportuniste, trop prématuré, jugé inutile, et critiques ont fusé. Tout part de l'annulation du 4e opus de Sam Raimi. Sony n'était pas du tout satisfait des scripts proposés, provoquant le départ du réalisateur et de son équipe. Le reboot est annoncé dans la foulée, en janvier 2010. Un moyen d'apporter un nouveau souffle à l'homme araignée, d'effacer les critiques du 3e volet, mais également en s'inspirant de l'impact de The Dark Knight. Cette nouvelle mouture se voulait moins fantaisiste, plus humaine, dans l'air du temps. Ce nouveau Spider-Man devait s'adresser à tout le monde et apporter son lot d'action épique. Les doutes s'intensifièrent avec le choix de Mark Webb comme réalisateur et Andrew Garfield dans le rôle titre, sans doute par peur de les voir submergés par la pression d'un énorme blockbuster. Tout le monde se posait la question, avait-il les épaules pour réussir? Même si les critiques étaient moins élogieuses que la précédente trilogie, le premier film s'en sort très bien au box-office. Mais avec le 2e opus, Amazing Spider-Man, le destin d'un héros, les racines de ce projet vont se révéler, et les ambitions et les attentes de ses créateurs vont vite être dépassées, et venir tuer le reboot prématurément. Mais encore aujourd'hui, on ne sait pas qui croire. Est-ce que c'est la faute de Sony, de Mark Webb, du public? C'est plus compliqué que ça. Something about being that young in that kind of machinery, which I think is really dangerous. And I wasn't young. I wasn't a teenager, but I was still young enough to struggle with the value system, I suppose, of corporate America, really. I signed up to serve the story and to serve this incredible character that I've been dressing as since I was 3. Yeah. And then it gets compromised, and it breaks my heart. Peu après les événements du premier opus, Peter est encore hanté par la mort du père de Gwen. Il n'arrive pas à respecter sa promesse et à concilier sa vie sentimentale avec ses responsabilités de super-héros. En retrouvant son ancien ami Harry Osborn, Peter fait encore face à son passé et tente de découvrir la vérité sur ses parents. C'est alors qu'un nouveau super-vilain sème la panique à New York, Electro. Une arrivée qui sèmera le doute chez Peter, sur son rôle en tant que super-héros, et sur ce qu'il doit prévaloir aux yeux des autres. J'aime ce film, de tout mon cœur, mais il est symptomatique de tous les problèmes qui existent dans les studios hollywoodiens. Ils ont voulu trop en faire, trop rapidement, et ça a impacté beaucoup trop de monde. La saga Amazing a beaucoup de choses à offrir. Elle souffrira toujours de la comparaison avec la trilogie de Sam Raimi, mais ce qu'on peut pas lui reprocher, c'est d'avoir du cœur. Mark Webb et ses acteurs ont tout fait pour rendre honneur à ce personnage mythique et satisfaire tout le monde. Mais la pression était trop grande sur ce 2e opus. Et le meilleur frôle souvent le pire. Un des principaux défauts qu'on donne au Amazing Spider-Man, c'est de n'être que des films de commande. Mark Webb a toujours été vu comme un artisan et n'a jamais réussi à imposer sa patte, faisant perdre Amazing une identité forte. Je suis pas vraiment d'accord. Peut-être que la patte de Mark Webb n'est pas aussi marquée que celle de Sam Raimi, mais elle est présente, là où il faut. Et pour comprendre ça, il faut se plonger dans sa filmographie. Musical, romantisme et réalisme. Mark Webb vise un cinéma dynamique et pragmatique, concentré sur les relations sentimentales et sur les ressentis des personnages. C'est avec les clips musicaux que Mark Webb a fait ses premières armes, avec Green Day, Avril Lavigne ou encore Lenny Kravitz. Et c'est en 2009 qu'il entreprend sa première réalisation au cinéma avec la merveilleuse comédie anti-romantique 500 jours ensemble. Do you like me? Yeah. Yeah, of course I like you. As friends? Right, as friends.
Cette œuvre jouait avec les codes des comédies romantiques pour mieux les briser et pour apporter une vision nettement plus réaliste à l'amour, cassant l'idéalisation qu'on peut lui porter. Jouant sur le montage alterné et les jeux de lumière, 500 jours ensemble cherchait à authentifier l'impact des sentiments amoureux, entre la colère, la solitude et la désillusion. L'amour n'était pas vu sous une imagerie féerique, et ça faisait du bien de casser cette image factice. En un film, Mark Webb avait réussi à se démarquer. Mais pour Spider-Man, il était jeune comparé à Sam Raimi. Il n'avait pas encore la poigne et la force pour établir son style et s'imposer face au mastodonte Sony, malgré ses ambitions. Mark Webb possède une patte cinématographique, mais était-elle faite pour un blockbuster de ce calibre ? Ça n'engage que moi, mais je trouve que ces séquences manquaient cruellement chez Marvel. Ici, Spider-Man virevolte avec aisance et beauté, et ça fait clairement du bien. La réalisation semble nettement plus se lâcher, et surtout se détache de la patte trop sombre du premier volet. C'est coloré, c'est fluide, c'est vif, et surtout l'esthétique comics est nettement plus travaillée. Que ce soit dans le choix des cadres, et également avec l'emploi des ralentis. Spider-Man se déplace avec une mobilité déconcertante, et plusieurs scènes et plans rendent honneur à sa liberté de mouvement. Les scènes d'action sont aériennes, exaltantes et impressionnantes. Tout est clairement lisible et les ralentis sont d'ailleurs extrêmement bien gérés. C'est sûr, c'est pas du Snyder ou du Del Toro, mais pour son troisième film, Mark Webb fait entièrement le job. Ce qui vient de ternir un petit peu le tableau, c'est le montage, y compris dans les séquences dialoguées. Le film va très vite et prend rarement le temps de se poser, offrant un rythme beaucoup trop dense par rapport à ce qu'il veut montrer et raconter. Et c'est là tout le problème du film, il y a énormément de scènes coupées, ce qui donne un montage charcuté et parfois pas très lisible pour rendre le film plus court et surtout plus simple. On précisera plus tard, mais c'est dommage, car à cause de ces raccourcis, on passe à côté des gimmicks et des subtilités de la mise en scène de Webb. Notamment cette scène coupée qui avait parfaitement sa place dans le film, symbolisant la solitude de Peter et son trouble quant à son avenir. Mark Webb arrive à bien mettre en image les sentiments amoureux, même si par moments, il abuse un petit peu, comme avec le choix des musiques et les compositions de Hans Zimmer. À part le thème principal qui est entraînant, le reste est vraiment banal, beaucoup trop basique par rapport à ce qu'il a pu faire auparavant. Elle est trop présente, quitte à atténuer l'émotion, ce qui n'est pas du tout l'effet voulu. Mais vous savez que le silence peut être parfois beaucoup plus efficace, c'est une question de dosage en fait. Mais après je peux comprendre que la musique c'est un petit peu sa marque. À Marc. J'ai pas fait de jeu de mots sur Webb, hein. Tout n'est pas parfait, et c'est normal. Ce n'est qu'un troisième film, mais on sent l'intention derrière. Webb cherche à plus nous impliquer, que ce soit dans l'action et dans l'intimité. Son film est plus humain, plus vivant, et rattrape pas mal de défauts du premier opus. Même si certains de ses choix sont assez maladroits, notamment avec ce putain de caméo, il n'en reste pas moins efficace. D'ailleurs, deux séquences m'ont vraiment tapé dans l'œil. La première, c'est la rupture entre Gwen et Peter. Le cadre sur Gwen est vraiment intéressant en termes de composition. Filmé à l'intérieur de l'immeuble et vu à travers une vitre enfermée par le mur et par l'autocollant rouge à gauche, ce plan dénote par rapport aux autres. Peter est caché par le mur, montrant que Gwen domine la séquence, malgré l'insistance de Peter. Elle a une vraie influence sur lui, et ce cadre m'y fait penser. Peut-être que je surinterprète, mais ça m'a alerté la première fois que je l'ai vu. On a aussi parlé des montages alternés qui permettent d'appuyer la puissance de certaines séquences. Mais c'est avec les jump cuts où Mark Webb nous heurte le plus. La séquence dans le cimetière est déchirante. Les jump cuts ont une force visuelle, anéantissant mon cœur. Cette scène est belle et tellement triste. Et c'est ici selon moi qu'on a le gros point fort du film. De par ses thématiques et son histoire, Mark Webb arrive à implanter de l'émotion et de l'empathie, qui arrive à donner toute la profondeur à ce Spider-Man tant décrié. Last movie is whether or not Peter Parker could be Spider-Man. This movie is about if Spider-Man could be Peter Parker. At the beginning of the movie, he is extraordinarily capable. You know, he is very good at being Spider-Man. There's a virtuosity there that he's so confident in the midst of total pandemonium that he may feel a little bit too confident. You know, other elements of his life may erode because of that.
que représente Spider-Man? Qu'est-ce qui lui donne tout son aura? L'identification. Chacun de nous se retrouve dans Spider-Man. Peter est un garçon comme les autres, un peu loser, le cœur sur la main, subissant les tracas du quotidien. Spider-Man est universel. La saga Amazing tentait d'apporter de nouvelles choses avec ce Peter Parker plus cool, un peu moins Monsieur Tout-le-Monde, et plus axé sur le côté scientifique. Mais son éthique reste la même. Ses enjeux sont les mêmes. Peter montre que chacun d'entre nous peut être un super-héros. Il fait face ainsi au poids de ses responsabilités et de ses nouveaux pouvoirs, à la fois pour son entourage et pour le public. De ce que j'ai ressenti, Amazing Spider-Man 2 traite de l'image de Spider-Man, comment elle peut être perçue aux yeux des autres, comment elle peut être glorifiée ou pervertie. Nous aurons toujours des gens pour nous soutenir, ou l'inverse. Spider-Man fait ainsi face à sa popularité et à son image, qui peut être glorifiée jusqu'à l'obsession, ou qui ne peut jamais être acceptée. Ainsi, Harry Osborn et Electro prennent au départ deux visions opposées, pour se rassembler à la fin, convaincus de l'impact négatif de l'homme araignée. Peter va être dépassé par ses responsabilités et n'arrivera pas à tout régler. Ainsi, l'identification et l'inspiration vont être perverties. C'est d'ailleurs pour ça que j'adore Electro et sa psychologie. Amazing 2 traite de la quête d'identité chez chacun des personnages, qui cherchent leur place après la perte de leur modèle. Chacun a le droit d'exister, mais parfois cette quête peut vite prendre le mauvais chemin. J'ai trouvé cette histoire vraiment touchante et prenante, et ça c'est grâce à l'alchimie des personnages. Toutes les relations sont bien écrites, et l'empathie se crée automatiquement. Gwen et Peter restent le point fort ultime de ce diptyque, et ils nous le prouvent une fois de plus dans ce deuxième opus. Leur relation est traitée de manière réelle, pas idéalisée, et on sent clairement l'attachement entre les deux amoureux. Leurs doutes donnent un fil rouge nettement plus prenant que la version de Sam Raimi, qui était selon moi loin d'être centrale et surtout plus fantaisiste. En fait, chacun de ces couples est relié à son époque, et Gwen montre à quel point elle est plus intéressante, entreprenante et attendrissante. J'aime ce personnage de tout mon cœur, et difficile de rester de marbre dans cette scène finale. Cette scène est juste déchirante, inattendue, impossible à accepter. Ce ralenti suivi de ce bruit si sec et si strident nous glace le sang. Gwen ne méritait pas ça. Non, j'ai pas ça. Putain. J'aime également cette nouvelle version de Peter, que je trouve plus impulsif, parfois irrévérencieux ou colérique, mais ça le rend vraiment humain et attachant. Andrew Garfield s'applique à fond pour incarner un Spider-Man beaucoup plus proche des comics. Provocateur, drôle, bavard, et qui s'implique pour tout le monde, et qui cherche à bien faire et à ne pas décevoir les gens. Autre réussite du film, Electro, englobant toute cette thématique de l'image et de l'existence, chose qu'on n'a pas l'habitude de voir chez les antagonistes de super-héros. Jamie Foxx se lâche dans le rôle, et même si j'ai parfois du mal à le voir Max Dillon, je le trouve impeccable en Electro, à la fois intimidant et émouvant. Car oui, son désir de ne plus vouloir être invisible, de se sentir isolé et ignoré, ça m'a touché. C'est un peu ma phobie pour être honnête. Son traitement m'a ému et je trouve qu'il dénote vraiment dans le paysage des super-héros aujourd'hui. Par contre, je suis pas forcément fan de Dan Diane et de son jeu d'acteur, mais je trouve qu'il arrive à créer un lien avec Andrew Garfield. Leur amitié marche à l'écran et je pense qu'on aurait pu beaucoup plus appuyer ça. L'écriture est souvent maladroite, surtout en termes de dialogue, mais toujours est-il que ces personnages et le jeu des acteurs arrivent à nous impliquer. Sans oublier l'humour que je trouve par contre très bien dosé, jamais absurde et qui reflète bien l'esprit de Spider-Man. Il y a une direction, une intention, qui parvient à nous faire prendre conscience de la portée de nos actes et de notre image. Le film cumule les séquences iconiques qui restent en tête, notamment la fin que je trouve très réussie. Amazing 2 est fort. Malgré toutes les qualités que je lui trouve, le film a été conspué, pour de bonnes et mauvaises raisons. Mais il ne mérite pas cette haine. C'est pas lui qu'il faut blâmer. Revenons d'abord point par point sur ce qui va pas dans le film. En termes de réalisation, il y a trop de CGI, mais c'est le montage qui pêche, n'arrivant jamais à trouver le bon rythme, enchaînant les séquences de manière trop brutale, bref, il va trop vite, c'est un fait.
Sur l'histoire, il y a beaucoup trop de choses abordées, qui se rassemblent sous un seul et même point, Oscorp. J'aime cette idée d'univers relié à un seul organisme, mais ça entraîne une multiplication bordélique des points de vue, et le film n'avait pas besoin de ça, au vu de tout ce qu'il voulait traiter. En fait, ce que je trouve gênant, et c'est un petit peu con parce que c'est l'élément qui justifie le reboot, c'est les parents de Peter. Déjà, leurs séquences alourdissent le film pour rien, on ne sait jamais sur quel pied ils veulent danser. Mais ce qui, je pense, a fait tiquer pas mal de monde, c'est cette scène. L'ADN humain que j'ai implanté dans les super araignées n'est autre que le mien. Même si c'est présent dans les comics, l'idée que Peter soit vulgairement le fruit d'une expérience enlève toute la portée universelle de son destin. Ce n'est plus une personne lambda qui a eu des pouvoirs, mais quelqu'un choisi par son créateur. On peut nettement moins s'identifier à lui. C'est un choix scénaristique, libre à nous d'accepter ou non, mais c'était pas le plus judicieux à faire. Pour simplifier, Mark Webb et Sony ont fait une Batman v Superman avant l'heure, avec les deux mêmes gros problèmes, l'ambition démesurée et la campagne publicitaire catastrophique. Sony a été trop influencé par la concurrence en essayant de surfer sur les succès des autres boîtes. Ils ont complètement perdu pied en faisant des films réaction à ses potentiels rivaux. On l'a dit, le premier Amazing s'inspirait de The Dark Knight, et le deuxième s'est inspiré de Marvel. Comme ces derniers, Sony voulait son propre Sonyverse, bien avant celui d'aujourd'hui, quitte à annoncer 4 films avant la diffusion de Amazing 2. Ainsi, accouplé aux ambitions de Mark Webb, le film établit trop de choses, intègre trop d'éléments, et face à la durée du film, les deux parties ont dû faire des coupes drastiques, parfois en perdant le sens de certaines scènes et de l'histoire. Plus de MJ, pas de père survivant à la fin, moins de discussions, on se concentre sur l'action et sur l'intrigue simplifiée pour annoncer après les Sinister Six. C'est clairement dommage, surtout quand je vois cette scène coupée du père de Peter, que je trouve plutôt chouette, où Andrew montre à quel point c'est un bon acteur. Les deux parties, que ce soit le réal et Sony, auraient dû simplifier leur histoire, quitte à se concentrer sur la relation Gwen et Peter et que sur Electro. Mais hélas, la campagne publicitaire a tout gâché. Ils ont dévoilé beaucoup trop d'éléments, quitte à spoiler la mort de Gwen. Amazing 2 se voulait plus proche des comics en reprenant certaines de ces images. Donc les fans ont vite repéré la référence et donc le spoil. C'est inconcevable. Je n'arrive plus à la retrouver, mais je me souviens d'une bande-annonce de presque 4 minutes aussi. Les trailers ne devraient servir qu'à faire monter l'attente, pas rassurer les gens. Je me rappelle avoir vu beaucoup de monde râler de ne pas voir le design de Venom dans le premier trailer du film Venom en 2018. C'était pour le coup judicieux. Il faut donner envie au spectateur, pas lui donner toutes les clés, sinon l'application ne se fera jamais. Et axer la communication aussi sur le Rhino alors qu'on le voit 5 minutes et qu'on montre le plan final du film dans la bande-annonce, alors désolé, mais c'est con. Cette nouvelle saga Spider-Man manquait d'une direction et d'une organisation. En voulant trop en faire, et surtout en voulant faire encore plus spectaculaire, Sony et Mark Webb ont été noyés sous la pression. Il n'y avait pas besoin de ça. Une suite ne doit pas être forcément plus grosse, plus impressionnante. Elle se doit juste d'être cohérente avec ce qui a été établi auparavant, et ne pas être en contradiction avec les préceptes de la saga en question. C'est quelque chose d'extrêmement complexe de réussir une suite, mais parfois la simplicité est meilleure. Je ne dis pas que ça doit être simpliste, il faut parfois recentrer les intrigues pour garder en tête l'émotion qu'on doit procurer au spectateur. Alors Mark Webb ou Sony? Je dirais un peu des deux, même si j'aurais tendance à plus décrier ce studio, vu comment ils sont passés à autre chose après l'éviction de Sam Raimi. Ce que je retiens surtout, c'est que Mark Webb a essayé. Il a réussi des choses, d'autres moins, mais on peut pas dire qu'il a rien fait. Parce que c'est pas vrai. Amazing Spider-Man 2 est comme ses personnages, en quête d'identité, loin d'être parfait, mais qui a du cœur. Il arrive à nous transporter, parfois nous agace, mais jamais je pourrais dire qu'il est raté. C'est son histoire, ses imperfections et l'ambition de son réalisateur qui me font l'aimer. Et parfois, on a tendance à oublier que de faire un film, c'est jamais simple. Et n'oubliez pas, aimez les œuvres que vous aimez.